Mes amis, nous entamons l'étude du 4e chapitre de notre première partie, intitulée La soumission de l'administration au droit, l'égalité et opportunité dans l'action administrative. Ce chapitre est très important parce qu'il va nous guider sur ce que nous entendons par état de droit, qui est en vogue actuellement. Et ça, c'est très important. La soumission de l'administration au droit, ça équivaut aussi à la soumission des administrés au droit. Autrement dit, les droits doivent prendre le dessus et sur l'administration et sur les administrés. Et c'est ça l'état des droits. C'est l'état dans lequel et l'administration et les administrés et les gouvernants et les gouvernés, tout le monde est soumis au droit. Dans l'état des droits, personne n'est au-dessus du droit. Personne ne peut imposer l'arbitraire à l'autre. Dans l'état des droits, il y a des caractéristiques qui doivent nous amener à une compréhension holistique de cette notion qui est aujourd'hui presque galvaudée dans le langage ordinaire. L'état de droit suppose premièrement comme condition qui est l'existence d'un ordre juridique chapeauté par la Constitution au sein d'un État. Deuxièmement, l'état de droit suppose que les droits et libertés fondamentaux des citoyens puissent être garantis par un juge. Troisièmement, l'état de droit exige que le juge puisse être indépendant dans l'exercice de sa mission parce qu'il est appelé à dire le droit, à rendre justice. Quatrièmement, dans un état de droit, il faudrait qu'il y ait l'exécution des décisions rendues par la justice, rendues par le juge. Sur ce point, on peut prétendre avoir obtenu un bon jugement, un bon arrêt devant les cours et tribunaux, mais si cet arrêt ne reste que dans les tiroirs sans être exécuté, il n'y aura pas réparation, il n'y aura pas la restitution de la personne lésée dans ses droits. Et l'état des droits, sur ce point, ne resterait qu'un leurre. Est-ce qu'en RDC, pouvons-nous nous ragaillardir pour affirmer avec force que la RDC est un état de droit? Ah, cette question mérite d'être posée. D'autant plus que la RDC se veut, dans son article 1er de la Constitution du 18 février 2006, tel que révisé à ce jour, un état de droit. Et l'article 1er dispose que la République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un état de droit. Indépendant, souverain, uni, indivisible, social, démocratique et laïque. C'est un état de droit du point de vue formel. Donc formellement, tout est agencé pour qu'il y ait une constitution et que dans cette constitution, il y a la séparation des pouvoirs. Dans cette constitution, on garantit les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Dans la constitution,
il est reconnu l'indépendance du pouvoir judiciaire ainsi que l'application des décisions de justice. C'est là sur le plan formel. Mais substantiellement, la RDC a encore du chemin à parcourir pour être considérée ostensiblement comme un état de droit. Donc, du point de vue matériel, bien sûr que la Constitution existe. Bien sûr que dans le même texte de Constitution, il y a la garantie des droits et libertés fondamentaux qui existe. Bien sûr que dans cette même Constitution, on reconnaît aux juges la compétence de trancher des litiges, de dire le droit. Dans cette même Constitution, on reconnaît la force aux décisions que prennent les cours et tribunaux. Là, ce sont des indices de l'état des droits. Mais il se pose un problème dans la pratique. C'est ainsi que ces derniers temps, il y a une espèce d'ébullition. La justice a posé ses pas pour être considérée comme un facteur permissif de l'émergence de l'état des droits. Les juges sont montés au créneau pour dire le droit, pour faire leur travail et pour, en quelque sorte, user de leur indépendance vis-à-vis du pouvoir législatif et exécutif. Voilà ce que ça donne actuellement. Il y a 3 projets de loi qui sont initiés à l'Assemblée nationale pour en quelque sorte, et même sous prétexte de renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais qui sont considérés comme étant l'affirmation tout azimut du pouvoir du ministre de la Justice sur le magistrat du parquet, pouvoir allant plus loin jusqu'à faire du parquet une institution subordonnée au ministre de la Justice qui doit intervenir dans le recrutement, qui doit nommer des magistrats à titre provisoire. Dans cette révision qui est préconisée, on veut que le ministre de la Justice puisse avoir le pouvoir disciplinaire sur le magistrat du parquet, alors que c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui gère le magistrat. Dans cette proposition de révision de la loi, on veut que le ministre de la Justice puisse entrer dans la procédure d'élaboration du budget de la magistrature, du Conseil supérieur de la magistrature. En quelque sorte, on veut faire du ministre de la Justice membre du Conseil supérieur de la magistrature, alors que la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ne les reconnaît pas ou ne lui reconnaît pas cette compétence. Et même la Constitution qui reconnaît ou qui crée le Conseil supérieur de la magistrature ne cite pas le ministre de la Justice comme membre du Conseil supérieur de la magistrature. Mais par cette révision, d'une manière détournée, les initiateurs veulent que le ministre de la Justice puisse contrôler le Conseil supérieur de la magistrature. En quelque sorte, que le ministre de la Justice puisse avoir une espèce de droit de veto qu'il aura à imprimer ou imprégner les magistrats du parquet pour en quelque sorte leur demander par le pouvoir d'injonction de poursuivre tel type d'infraction ou de s'abstenir de poursuivre telle catégorie d'infraction. Voilà un peu ce qui inquiète. Et cela constitue
une espèce de fraude à la Constitution parce que l'indépendance du pouvoir judiciaire sera entamée effectivement et cela va ouvrir une brèche à une espèce de révision contournée de l'article 220 de la Constitution, l'article qui consacre les noyaux durs des matières qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Je reprends la lecture de l'article 220. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Mais pour le cas d'espèce, ce n'est pas une révision de la Constitution, ce sont des propositions de loi tendant à réviser la loi organique ou les lois organiques, l'une portant statut des magistrats et l'autre portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Donc deux lois organiques qui sont en train d'être menacées. Et lorsque on révise certaines de leurs dispositions, cela entame l'indépendance du pouvoir judiciaire. Autrement dit, c'est une révision de la Constitution d'une manière intelligente, d'une manière contournée. Et en ce moment-là, le peuple va se rendre compte que l'indépendance du pouvoir judiciaire ne restera qu'une coquille vide. Les esprits avertis ont vite compris la teneur de ces révisions constitutionnelles et se sont exprimés. Nous osons croire que les pouvoirs publics auront à trouver une solution quant à ce. Voilà ce que nous pouvons dire sur la quintessence de l'état de droit et de ses conditions permissives. Et nous avons donné l'exemple de la RDC pour démontrer que formellement la RDC est un état de droit, mais substantiellement la RDC se recherche encore, essaie de conjuguer des efforts pour qu'il y ait l'émergence de cet état de droit que tout le monde attend de tous ses voeux. Et sur la question, nous avons eu à soutenir notre thèse le 27 août 2010, thèse intitulée « Le rôle du juge administratif congolais dans l'émergence de l'état de droit ». Bref, c'est une matière qui constitue ce que nous pouvons appeler le chef-d'œuvre de notre recherche. Dans ce chapitre 4e, nous aurons à parler premièrement de la légalité, le principe de la légalité, et cela dans une section première. Qu'est-ce à dire? Dans un état de droit, il y a la soumission de l'administration au droit, la soumission des administrés au droit. Et dans la hiérarchie des normes, nous avons la Constitution, les traités, les lois, les règlements, la coutume, les principes généraux des droits, la jurisprudence, la doctrine, l'équité, etc., etc. Mais ici, nous mettons l'accent sur le principe de l'égalité, lex legis, la loi. Ce principe exprime l'obligation dans laquelle se trouve l'administration d'agir conformément à l'ensemble des règles de droit qui lui sont applicables, et non pas seulement à la loi stricto sensu.
l'administration a l'obligation d'agir conformément à l'ensemble des règles de droit. Cela sous-entend que l'administration ne doit pas favoriser l'arbitraire, ne doit pas imposer l'arbitraire aux citoyens. L'administration doit, dans la prise de ses positions, dans la manière de s'exprimer, doit toujours faire référence à la légalité. Parce qu'au-dessus de la loi, rien ne subsiste. Elle-même doit s'abstenir d'imposer des décisions qui sont contraires à la loi. Ce principe est d'autant plus important et lorsque nous cherchons à les disséquer, nous trouvons que il y a des normes de référence qui sont premièrement les règles constitutionnelles. L'administration doit agir conformément à la Constitution, doit observer la Constitution, parce que les règles constitutionnelles s'imposent à l'administration. Et sur ce cas, il y a déjà eu une jurisprudence abondante. Je peux citer juste le cas de l'arrêt RA 266, témoin de Jéhovah contre la République du Zaïre, arrêt rendu par la Cour suprême de justice le 8 janvier 1993. Dans cet arrêt, comme fait de la cause, c'était que le président de la République du Zaïre, à l'époque président Mobutu Sese Seko Kukumbwendo Wazabanga, avait pris une ordonnance retirant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif dénommée Témoins de Jéhovah. En retirant la personnalité juridique, c'est que l'association Témoins de Jéhovah n'existait plus. Et cette ordonnance a été censurée par la section administrative de la Cour suprême de justice en date du 8 janvier 1993 au motif qu'elle était contraire à la Constitution, elle violait une disposition constitutionnelle qui consacrait la liberté des cultes. Et la Cour suprême de justice avait eu le courage de pouvoir annuler l'ordonnance du tout-puissant président de la République, Mobutu Sese Seko Kukumbwendo Wazabanga. C'est un exemple que nous pouvons voir à la Cour suprême de justice dans son arrêt du 8 janvier 1993. Une autre norme de référence, outre les règles constitutionnelles, nous avons les traités internationaux. Au regard de la Constitution du 18 février 2006 et surtout à l'article 215, les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Voilà, la Constitution détermine le rang des traités internationaux par rapport aux lois. Autrement dit, les traités internationaux ne sont pas supérieurs à la Constitution parce qu'un État, avant de pouvoir conclure les traités, avant de posséder le treaty-making power, l'État doit d'abord se constituer en son intérieur. Il doit avoir d'abord un texte fondateur, un texte qui assoit tous les pouvoirs en son sein. Et ce n'est que lorsqu'il a pu asseoir le pouvoir en son intérieur que l'État peut s'émouvoir maintenant sur la scène internationale. Il ne peut pas commencer à conclure les traités sur la scène internationale sans qu'il ne soit en son intérieur
être constitué juridiquement. Ce serait une aberration, ce serait mettre la charrue devant le bœuf. Alors, le point de vue qui doit être retenu et qui résulte de la pure logique juridique est que les traités internationaux viennent après la Constitution dans la hiérarchisation des normes de référence. Mais ces traités sont supérieurs à la loi. C'est ce que dit l'article 215 de la Constitution. Après les traités internationaux, nous avons les lois et les textes ayant force de loi. C'est le cas des ordonnances-lois. Nous avons les actes administratifs, les actes que prennent les autorités administratives. Nous avons la coutume. Et chez nous, il faut le savoir, la coutume est une des sources importantes du droit administratif congolais. Si vous prenez l'article 207 de la Constitution, vous allez vous en rendre compte qu'on a érigé les chefferies ainsi que le secteur au rang des entités territoriales décentralisées. Et c'est la coutume locale qui doit les régenter. Voilà pourquoi chez nous, nous misons sur la coutume comme une des sources fondamentales du droit administratif. En ce que, et la quintessence de l'article 207 est la suivante, l'autorité coutumière est reconnue, elle est dévolue conformément à la coutume locale pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à la Constitution, à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. La coutume locale, elle n'est pas à négliger. Tandis qu'ailleurs, dans d'autres systèmes juridiques, la coutume n'a qu'une valeur supplétive pour constituer une source de droit administratif. Mais chez nous, la coutume est d'autant plus importante, est une des sources fondamentales du droit administratif. Outre la coutume, nous avons la jurisprudence. La jurisprudence est importante comme source de droit parce que les décisions rendues par les cours et tribunaux sur une certaine matière et qui ont une certaine constance démontrent à suffisance de preuves la position que le juge entend imprimer à la solution de problèmes de la même espèce qui se posent au sein de la communauté. En droit administratif, il faut le savoir, ces droits, de par ses origines françaises et même belges, est un droit prétorien. La plupart des principes sont ceux qui proviennent de la jurisprudence et la doctrine a eu à les matérialiser, à les formaliser pour que ce principe nous arrive jusqu'ici chez nous et que nous puissions en déduire qu'il constitue une source de droit. Outre cela, il faudrait se poser la question de la hiérarchie des normes de référence. En droit congolais, il faut retenir que le principe de l'égalité postule l'aménagement de l'ensemble des normes de référence sur un modèle pyramidal ou hiérarchique, comme je venais de l'épingler. Deuxièmement, en droit congolais, cette hiérarchie est de type organique, c'est-à-dire elle est liée principalement à la qualité de l'auteur de l'acte. Et troisièmement, il y a une innovation
de la Constitution du 18 février 2006 qui délimite les domaines respectifs de la loi et du règlement. Et lorsqu'on doit présenter ces deux domaines, il y a le domaine de la loi et le domaine du règlement. Le domaine de la loi est déterminé, excusez-moi, par les articles 122 et 123 de la Constitution. 122 et 123 de la Constitution. Ça, c'est le domaine de la loi. Tandis que l'article 128 de la Constitution détermine les domaines du règlement. En ce terme, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes à caractère de loi intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si la Cour constitutionnelle, à la demande du gouvernement, a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. Ceci est d'autant plus important parce que s'il n'y avait pas compartimentation des domaines, le législateur verrait son domaine être empiété par l'autorité réglementaire et vice-versa. Tandis que chez nous, pour éviter cette guéguerre, la Constitution a tranché net qu'il existe un domaine de la loi d'un côté, prévu par les articles 122 et 123, et un domaine du règlement prévu par l'article 128 de la Constitution du 18 février 2006, tel que révisé à ce jour. Le principe de la légalité veut qu'il y ait respect de la hiérarchie des actes juridiques et ce respect peut être cerné sur 3 points. Premièrement, il y a la conformité de l'acte administratif aux actes de valeur supérieure. Cela passe sans commentaire. La conformité de l'acte administratif aux actes de valeur supérieure. C'est-à-dire l'acte administratif ne doit pas être contraire à la Constitution, ne doit pas être contraire aux traités, ne doit pas être contraire aux lois, ne doit pas être contraire aux principes généraux des droits, ne doit pas être contraire à la coutume, etc., etc. Le respect de la hiérarchie. Deuxièmement, le respect de la hiérarchie des actes juridiques postule que il y ait conformité de l'acte administratif aux actes émanant d'une autorité administrative supérieure. Cela va de soi. Et troisièmement, le respect de la hiérarchie des actes juridiques veut que l'acte particulier soit conforme au règlement. Un acte particulier doit être conforme au règlement. Le règlement est un acte de portée générale et impersonnel, tandis que l'acte administratif particulier ne vise qu'un cas spécifique qui ne doit pas déroger au règlement. Mais cela doit nécessairement se faire d'après les règles de l'art. Il faudrait savoir que toute autorité administrative est tenue de respecter dans ses actes juridiques la règle générale qu'elle a elle-même posée. Ah, ça c'est très important. Dès qu'une autorité administrative a posé une règle juridique, cette règle
doit nécessairement être observé par la même autorité administrative, en vertu du principe tu patere legem cum ipse fecisti, qui veut dire respecte toi-même la loi que tu as faite. Une autorité administrative, quand elle a posé une règle, elle doit être la première à respecter cette règle-là, ne doit pas la violer. C'est le sens qui est donné au respect du principe de la légalité. Donc la légalité, le principe de la légalité s'impose même à l'auteur, à l'autorité qui est auteur de l'acte. Voilà ce que nous devons noter à ce sujet. Quant à la mise en œuvre de la légalité, il faudrait savoir qu'il se pose le problème de l'effectivité de la règle des droits. Ce problème a toujours été analysé par la doctrine avec beaucoup plus d'attention. Est-ce que la règle des droits est-elle effective? En quoi peut-elle être effective? C'est-à-dire, il faut qu'il y ait son application. Et là, nous y reviendrons. C'est un cas très délicat parce que plusieurs règles des droits risquent de rester lettres mortes par défaut d'application. Ici, l'administration doit prendre des mesures pour appliquer la règle des droits. Et si elle ne prend pas de mesures pour appliquer la règle des droits, elle doit endosser sa responsabilité. Voilà comment on doit comprendre les choses. Une autorité administrative est appelée à prendre des mesures pour que deviennent effectives les règles de droit qui sont posées par les autorités supérieures. Voilà comment l'administration est appelée à fonctionner. Si une loi est promulguée, l'autorité administrative prend, si c'est le président de la République, prend une ordonnance. Si c'est le Premier ministre, il prend un décret. Si c'est un ministre, il prend un arrêté ministériel pour appliquer l'acte de l'autorité administrative supérieure. Ça, c'est une obligation. Sinon, l'acte de l'autorité administrative supérieure restera lettre morte. Or, on a tout intérêt que toute décision de l'autorité administrative qui a été prise puisse trouver son effectivité pour que les citoyens puissent se rendre compte de ce qu'il y a une administration qui fonctionne à suffisance. Dans la section 2e, nous allons étudier les limites du principe de l'égalité. Nous allons voir quelles sont les limites qui peuvent être imprimées à ce principe de l'égalité. Premièrement, nous avons les limites inhérentes au principe. Nous avons le cas de pouvoir discrétionnaire de l'administration comme première limite et le cas de ce que nous pouvons appeler des circonstances exceptionnelles. S'agissant du cas du pouvoir discrétionnaire de l'administration, force est d'affirmer que l'administration elle-même, lorsque elle a une certaine manœuvre qui lui est reconnue, peut prendre une décision en se référant à son intime conviction, en étudiant les circonstances des temps et des lieux, pour que cette décision puisse entrer dans l'ordonnancement juridique
et cela en respectant les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Je m'explique d'une manière claire en partant d'abord d'un exemple, et c'est cet exemple qui va nous donner la ligne de démarcation entre le pouvoir discrétionnaire de l'administration et la compétence liée. Et cet exemple, je vais le tirer dans notre cadre quotidien qui est l'université et surtout le cas de délibération. Prenons le cas de délibération. On va dire que le jury d'examen, lorsqu'il va constater qu'à l'issue des épreuves, qu'il y a des étudiants qui ont réussi dans toutes les matières, sans échec, les jurys constatent tout simplement qu'ils ont réussi. Ils passent des promotions. Satisfaction. Il y a des critères qui ont été déterminés par le règlement des examens. Que si un étudiant a 50% sans échec, il est proclamé avoir satisfait. Il passe des promotions. S'il il est dans le cap de 50 à 55%, il ne peut passer de promotion que s'il n'a qu'un seul échec léger. Il passe des promotions. Le cap de 55 à 60%, l'étudiant peut passer des promotions s'il a un échec léger et un échec grave. Le jury va alléger son échec grave et il va passer. Dans le cap de 60% jusqu'au-delà, 60% à 69%, l'étudiant peut avoir 3 échecs légers et il va passer des promotions. Le jury n'aura qu'à constater. L'étudiant qui a 70% sera proclamé avoir distingué. Il passe des promotions sans problème. Ce cas-là, qui ne permettent pas au jury de conjuguer des efforts, ce sont des cas de compétences liées. Le jury est lié par la position qui est déjà donnée par le règlement des examens pour délibérer l'étudiant. En dehors de ce cas que nous appelons les cas de passage normal d'une promotion à une autre, les jurys rencontrent des cas compliqués. Et c'est dans ce cas que le jury est appelé à recourir à son pouvoir discrétionnaire. Prenons un exemple. Un étudiant qui est dans la fourchette de 55 à 60%, mais qui se retrouve avec 2 échecs, dont 2 échecs de 7. Est-ce qu'il peut passer de promotion? D'après le règlement des examens, il ne passera pas de promotion. Il sera proclamé ajourné, n'avoir pas satisfait aux conditions de délibération. Mais si après délibération, on trouve que dans cette promotion-là, il n'y a que 2 satisfactions sur, par exemple, 100 personnes, mais qu'il y a des étudiants qui sont au nombre de 4 qui se retrouvent dans la fourchette de 55 à 60%, mais qui ont 2 échecs de 7. Le jury peut, dans la mesure du possible, délibérer ces 4 cas-là pour qu'il y ait une péréquation qui peut être faite afin que un des échecs puisse être éliminé
et que l'étudiant passe avec un échec qui sera allégé. Voilà le cas qu'on appelle le cas du pouvoir discrétionnaire du jury. C'est la même chose avec l'administration. L'administration peut se retrouver dans le cas d'exercer son pouvoir discrétionnaire, de pouvoir étudier est-ce que les conditions des temps, des lieux sont-elles remplies pour prendre une telle décision. Là, c'est un cas, bien sûr, qui est entre les mains de l'administration, mais qui ne doit pas consacrer l'arbitraire. Voilà. Il faudrait qu'on puisse être d'accord là-dessus. Le cas de compétences liées, l'administration agit d'après les règles qui sont déjà préétablies. Elle ne doit pas plutôt les outrepasser. Mais dans le cas du pouvoir discrétionnaire, les règles ne sont pas préétablies, mais il existe des principes généraux que l'administration ne doit pas enjamber pour prétendre imposer une quelconque décision frisant l'arbitraire aux administrés. C'est un des cas limites du principe de la légalité. Il faudrait également savoir qu'il y a le cas de circonstances exceptionnelles, la théorie des circonstances exceptionnelles. Et c'est une théorie qui postule que, à circonstances exceptionnelles, solution exceptionnelle. Ça veut dire que il y a des cas qui arrivent et qui ne peuvent pas permettre un fonctionnement optimum de l'État et de son administration. Et pour ces cas-là, l'administration aura à recourir à l'application de la théorie des circonstances exceptionnelles. Et la théorie des circonstances exceptionnelles s'applique dans le cas de l'état de siège et dans le cas de l'état d'urgence. Comme actuellement nous sommes dans l'état d'urgence sanitaire, il y a l'application de la théorie des circonstances exceptionnelles. Et le siège de la matière, c'est l'article 144 de la Constitution du 18 février 2006, tel que révisé à ce jour. Et cet article a toujours considéré deux cas, le cas de l'état de siège et le cas de l'état d'urgence. En application des dispositions de l'article 85 de la présente Constitution, l'état de siège comme l'état d'urgence est déclaré par le président de la République. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S'ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l'article 116 de la présente Constitution. La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardé pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'alinéa précédent. L'état d'urgence ou l'état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de 30 jours. L'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3 du présent article, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le président de la République sur décision du Conseil des ministres, n'en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de 15 jours. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l'état d'urgence ou à l'état de siège. Voilà. L'état de siège existe dans le cas où il y a
la guerre sur l'étendue du territoire national ou sur une partie du territoire national. Circonstance qui entraîne comme conséquence les dysfonctionnements des institutions étatiques. Et ce n'est qu'en ce moment-là que le président de la République va proclamer l'état de siège après avoir recouru à la procédure prévue à l'article 144 de la Constitution que je venais de lire. L'état d'urgence, c'est l'ensemble des mesures qui sont proclamées par le président de la République lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, des catastrophes sanitaires, notamment le cas de l'éruption volcanique qui peut entraver le fonctionnement régulier des institutions étatiques. Nous avons le cas de la pandémie de Covid-19 qui a paralysé le fonctionnement des institutions étatiques. Ça justifie le cas de l'état d'urgence. Alors, les deux termes doivent être séparés. État de siège, c'est lorsqu'il y a une guerre qui sévit au sein de l'État ou sur une partie du territoire national. Et il y a le cas de l'état d'urgence lorsqu'il y a des catastrophes naturelles qui menacent le fonctionnement régulier des institutions. Et c'est le cas pour l'instant. C'est ainsi que le président de la République a pu prendre une ordonnance proclamant l'état d'urgence sanitaire. Et un débat a été attisé sur la constitutionnalité ou non de cette ordonnance que le président de la République avait prise. Il l'avait prise dans le cas des circonstances exceptionnelles. Et comme il y a circonstances exceptionnelles, il a pris des mesures exceptionnelles. C'était la mesure de l'état d'urgence sanitaire. Et cette ordonnance devrait passer à la Cour constitutionnelle qui devrait en proclamer la constitutionnalité ou la conformité à la Constitution. Et cela sur base de l'article 145 de la Constitution qui dispose ce qui suit. En cas d'état d'urgence ou d'état de siège, le président de la République prend, par ordonnance délibérée en Conseil des ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation. Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui, toutes affaires cessant,